Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Roland Garros 2022. Hier soir, je ne pouvais pas évidemment ne pas faire cette vidéo aujourd'hui après le match Djokovic contre Rafael Nadal. L'année dernière, je vous avais déjà proposé une vidéo débrief de ce match et je vous avais même proposé des débriefs d'autres matchs qu'on a pu avoir pendant cette quinzaine. Malheureusement, cette semaine, j'ai été débordé, aussi bien aussi le fait que j'ai eu envie de profiter de Roland Garros qui a fait que j'ai pas pu tourner tant de vidéos que ça. Plus j'avais des corrections, pas mal de choses. Bref, au final, j'ai passé assez peu de temps à faire autre chose que du Roland Garros, du Star Wars. J'ai pas encore commencé Stranger Things, c'est pour vous dire. Donc en gros, voilà, il n'y a pas assez de temps dans une journée pour faire tout ce qu'on veut. Mais là, je profite de quelques minutes pour faire cette vidéo. Pour les passionnés de ma chaîne YouTube qui se poseront la question, je réponds tout de suite, comme ça vous pouvez passer à autre chose. La vidéo sur Koh Lanta pour les 2 épisodes sortira demain, parce que au moment où je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas encore vue, je la verrai pendant le temps de midi. Voilà, en replay. Ceci est dit. Alors Djokovic, Novak Djokovic, hein, numéro 1 mondial, Rafael Nadal, numéro 5 mondial, qui se rencontrent en quart de finale de Roland Garros. Alors déjà, premier point, c'est une anomalie. Hein. C'est une anomalie parce que c'est... alors quand ils se rencontrent en demi, c'est pas honteux, mais tout de même. Mais c'est une affiche qui mériterait la finale. Et d'ailleurs, hier soir, c'était une affiche qui méritait la finale. Quand on voit l'autre partie de tableau, d'ailleurs la demi-finale qui va découler de ça, qui sera évidemment Rafael Nadal contre Zverev, sera également le plus gros match, et la finale peut-être contre Silic, ou peut-être contre un autre joueur, peut-être Rune, je ne sais pas. Selon le cas, bah en fait c'est vrai que la deuxième partie de tableau fait clairement moins rêver, ça veut pas dire que les matchs seront mauvais, mais elle fait moins rêver. Aujourd'hui il y aura les autres quarts de finale, notamment, qui seront, je l'espère, de très bon niveau, en tout cas on l'espère. Aujourd'hui, cette nuit, c'était le 49e, ça paraît fou de dire ça comme ça, mais c'est le 49e Rafael Nadal contre Novak Djokovic. Et on va pas se mentir, la plupart du temps, ce sont des matchs qui sont des matchs primordiaux. C'est pas comme quand tu avais affronté 20 fois un joueur, mais que ça n'a jamais eu un impact sur l'histoire du tennis. C'est comme les Roger Federer contre Rafael Nadal, ce sont des matchs qui ont eu un impact majeur, parfois presque dans l'histoire du tennis, c'est-à-dire que ça a créé des victoires en Grand Chelem, ça a créé des mythes, ça a créé des légendes, etc. Et les trois d'ailleurs, parce qu'on ne parle pas de Federer aujourd'hui parce qu'il n'est pas dans le tournoi, mais en tout cas évidemment, les trois ont poussé les limites de ce qu'on estime être incroyable, et là sur ce match, ça s'est une nouvelle fois vérifié. Cependant, par rapport à l'année dernière où on l'avait dit, hein, je l'avais dit, vous pouvez aller retrouver ma vidéo, elle est disponible sur la chaîne, où j'étais revenu en détail sur le second set, un second set absolument terrifiant, enfin c'était irrespirable, avec un scénario incroyable après le premier set remporté par Rafael Nadal sans discussion possible, entre guillemets. Et là, d'un coup, Novak Djokovic sort la prestation de sa vie, mais face à un Rafael Nadal qui faisait également une prestation 9 étoiles lors de ce set, et puis après on avait eu une baisse physique. Et d'ailleurs, c'est ce que tout le monde avait peur, c'est-à-dire que plus le match va durer, en plus avec les conditions de nuit, il faisait froid, on a vu sur Amazon, si vous l'avez regardé sur Amazon, mais normalement c'était les seuls qui le diffusaient évidemment, qui était gratuit en plus pour l'occasion. Vous pouviez, alors moi j'ai l'abonnement Amazon Prime de base parce que je me suis abonné pour Roland Garros l'année dernière, donc je suis renouveau abonné cette année. En vrai, franchement je le rentabilise pas mon abonnement Amazon parce que je regarde assez peu, je regarde The Boys, et je regarde ça. Bon, quand il y aura la série Seigneur des Anneaux, ça sera un peu plus rentable, mais jusque là, franchement je commande très peu sur ce site, voire même jamais, parce que c'est pas trop ma cam, mais bon, écoutez, on doit regarder Roland. Et juste parenthèse, on peut dire ce qu'on veut, alors c'est vrai que c'est pénible que ça ne soit pas disponible en clair, mais vraiment en clair, même si là ça l'était par définition, mais sur de la télévision classique, pour des personnes qui sont un petit peu âgées, qui ne peuvent pas forcément mettre leur ordi et aller mettre sur Amazon, etc., ou télécharger l'appli sur une tablette parce qu'ils n'ont peut-être pas de tablette ou autre, ou le regarder sur un minable smartphone. Attention, les smartphones sont bons, mais c'est quand même pas le même plaisir que de regarder sur la télé ou sur un grand écran, mais bon, c'est comme ça. Y a des gens qui ont été privés de ce spectacle. Cependant, moi j'ai trouvé que les commentaires avaient été plutôt très bons dans la soirée. Alors Mario Bartoli a été extrêmement critiqué sur Twitter, j'ai pas compris pourquoi. J'ai trouvé qu'elle avait été extrêmement juste dans ses analyses, alors peut-être qu'on n'arrive plus à estimer entre guillemets des commentaires pertinents. Alors oui, on a le droit de parler, c'est-à-dire que si jamais on n'avait pas le droit de parler pendant un match au complet, bah en fait on mettrait pas de commentateurs, hein. Voilà, c'est-à-dire que si on n'a pas le droit, on ne commente pas. Je trouve qu'ils ont été extrêmement respectueux, ils parlent doucement, et dès que le match redémarre, ils s'arrêtent de parler
enfin en tout cas ils terminent leur phrase au plus vite et au plus bref, Marion, elle est toujours très précise, etc. Si vous avez vu Carlos Alcaraz contre Zverev l'après-midi, que j'ai également vu avec un Richard Gasquet qui était sur l'Exomil, là c'était terrible, hein, c'était terrifiant, il était, mais t'avais l'impression qu'il avait, je sais pas, il y avait toute sa famille qui s'était fait écraser par un bus, c'est incroyable, il était au bout du rouleau. Alors ça n'a jamais été un bon client, hein, Richard Gasquet, vous savez que j'utilise souvent cette expression, mais là c'était une catastrophe. Là, j'ai trouvé que le commentaire était bon, moi j'ai pas eu de problème, la plateforme fonctionnait bien, etc. Donc là-dessus, on peut dire que la mission était accomplie, et en plus c'était gratuit, donc clairement, on a quand même sauvé les meubles, je trouve, sur le coup. Cependant, c'est quand même mauvais signe pour la suite, parce que ça veut dire que peut-être plus ça va avancer, moins il y aura de Roland Garros en clair, et c'est quand même, il faut que ça reste en clair, parce que c'est un tournoi majeur, c'est un tournoi qu'il faut pouvoir diffuser. Le tennis, c'est un sport magnifique, c'est un sport sublime, et si jamais ça devenait hyper confidentiel parce que c'est mis sur des plateformes qui sont payantes, évidemment que ça n'aura plus du tout le même engouement ni le même impact, donc il faut que ça reste en clair au maximum. Mais c'est sûr que France Télévisions ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, ils donnent moins qu'Amazon, il faut le savoir, hein, ils payent un peu moins qu'Amazon. Amazon paye cher pour avoir le meilleur match, donc forcément ils récupèrent le meilleur match, et là il n'y avait pas de doute, même si honnêtement, le match de l'après-midi était tout à fait sympa, en 4-7 également. Il a été long, il a été cool, c'est juste qu'Alcaraz malheureusement est passé complètement à côté. Il faisait partie des grandissimes favoris. Il m'a fait beaucoup penser à d'autres joueurs qu'on a pu rencontrer dans le tournoi, mais j'en parlerai tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, ça a été un petit peu compliqué pour lui, il s'en est pas sorti. Et puis Zverev, extrêmement solide, qui est un joueur extrêmement énervant, mais qui là justement n'était pas énervant. Et quand il est comme ça, il est capable de jouer à un très bon niveau, très sérieux, avec sa première balle, quand elle passe, il fait très mal. Quand il est capable de bien retourner, d'être bien positionné, d'être sur le fond de cours, de jamais lâcher, quand il est solide Zverev, c'est très dur de le déborder, et Alcaraz, malgré sa vitesse, malgré sa vélocité, il était incapable de le faire. Alors, je vais revenir sur Rafael Nadal et Novak Djokovic, parce que c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. La demi-finale, le quart de finale, je suis trop habitué aux demi. Les quarts de finale donc ont eu lieu. Alors, les forces en présence. Bon, Rafael Nadal n'a pas impressionné sur ce début de tournoi, en tout cas outre mesure. Évidemment que sur les premiers tours, il a étrillé tous ses adversaires, parce que ce sont des adversaires qui ne sont pas capables de pouvoir rivaliser avec tout l'arsenal qu'a Rafael Nadal. Cependant, on le sait qu'il était blessé avant le début du tournoi, ce sont des vraies blessures, parce qu'il y en a des gens qui commencent déjà à dire « Ah, ce sont des vraies blessures », voilà, c'est diagnostiqué, il y a des choses qui... Rafael Nadal est un joueur qui joue blessé depuis toujours, d'accord? Il a déjà un petit peu témoigné que peut-être ce serait son dernier Roland Garros. Je me doutais que ce ne serait pas le cas, même si en vrai, on s'imagine bien que le jour où il ne pourra plus être compétitif, il arrêtera. Je pense pas qu'il va pousser pour se rendre handicapé, parce que c'est ça le risque. Le risque, c'est de devenir handicapé, c'est de ne plus pouvoir ne serait-ce que poser le pied par terre, tellement la douleur sera insupportable à cause de ce qu'il fait subir à son corps. Donc à un moment, son corps lui dira certainement stop. Bien plus qu'à Novak Djokovic, bien plus qu'à Roger Federer, même si Roger Federer là se fait rattraper par la patrouille, parce que voilà, il se remet très difficilement d'une blessure, ça fait déjà 1 an qu'il est plus sur les circuits, c'est très difficile, on se rend pas compte. En fait, Nadal s'est tellement remis avec facilité déconcertante de blessures majeures qui auraient cloué au lit des joueurs pendant des années, qu'il banalise ce genre de choses. Federer, on le voit, voilà, maintenant qu'il commence à prendre de l'âge, c'est très compliqué de revenir. Rafa, c'est compliqué de revenir, parfois de blessures, et là, on en est dans les exemples criants. Cependant, je pense, c'est mon avis, je vais juste le dire tout de suite, parce que effectivement, il n'avait pas pris de repère. C'est-à-dire que vu qu'il n'a pas pu aller très loin à Rome, la session sur terre battue a été tronquée par sa blessure. Donc forcément, il n'a pas pu se jauger, il n'a pas pu prendre le pli, etc., etc. Mais quand il est chez lui, quand il est à Roland-Garros, quand il est sur ce cours central, le cours qui a fait la légende qu'il est, avec un espace immense pour pouvoir jouer son meilleur tennis, évidemment qu'il est chez lui, et évidemment je pense que ça lui donne ce supplément de confiance qu'il a peut-être pas ailleurs, même si dans d'autres tournois il réussit et il excelle. Mais là, il est littéralement chez lui. D'ailleurs, c'était, je crois que c'était Joe Wilfried Tsonga qui l'avait dit un jour ou Richard peut-être d'ailleurs, qui avait dit mais quand tu rentres sur le terrain à Roland-Garros, nous on est français, tu vois, on est français, on est chez nous normalement. C'était peut-être Gaël d'ailleurs, bref, on est chez nous. Mais quand tu rentres là, sur le central, avec Rafael Nadal, t'es pas chez toi. T'es pas chez toi, t'es chez lui. Tu rentres chez lui. Et en gros, tu t'invites, alors que pourtant tu es en France, donc on est français, donc on devrait être chez nous, mais en réalité, il est déjà chez lui. Quand il rentre, il est déjà... Voilà, tu sens que tu n'es pas forcément toujours à ta place. Et il va falloir mériter ta place, vous voyez? Parce que sortir Rafael Nadal de Roland-Garros, c'est toujours un exploit. Ça ne se fait jamais par hasard. Ça se fait parce que les joueurs ont donné le maximum du maximum pour s'en sortir.
Donc Rafael Nadal, j'ai un truc qui m'a interpellé, c'est que vu qu'il n'avait pas fait donc, le tournoi précédent, enfin en tout cas il a été tronqué, c'est vrai que ça lui a donné une petite pause en plus. Est-ce que, à son âge, ça n'a pas permis aussi de se reposer un petit peu plus et donc de ne pas avoir le pépin physique qu'on avait eu il y a un an, où là il avait complètement chuté. Là on voit qu'il est encore en pleine forme malgré tout, alors pourtant il est minuit et demi du matin, enfin c'est terrible, minuit et demi en tout cas, enfin voilà, c'est terrible, mais il est encore là. Bon. Donc Rafa, il a fait un match terrifiant face à Félix où sa première balle ne passait pas, il faut le dire. C'est parce que moi je ne l'ai pas trouvé mauvais, Rafa, face à Félix. Il a eu des mauvaises choses, mais il n'a pas été mauvais. C'est juste que sa première balle ne passait absolument jamais. Et en deuxième balle, bah forcément tu fais des coups qui sont plus assurés. Et là, il s'est fait crucifier à chaque fois parce que Félix était, lui, il ratait très peu. Et d'ailleurs, dès qu'il a commencé à rater, Rafa a commencé à reprendre le dessus. Et après, en plus, il a commencé à assurer sa première balle, ce qui lui a permis de se qualifier à ce niveau du tournoi. Novak Djokovic, lui on va faire très simple, hein, il a tout gagné, des matchs en 3-7, des massacres en bonne et due forme, digne du Terminator qu'il est, voilà, tout le respect qu'on peut avoir. Maintenant, moi j'avais été hyper déçu du match, alors je les ai tous vus les matchs de Novak Djokovic, et évidemment Rafael Nadal, et évidemment de Carlos Alcaraz, et évidemment de Medvedev, et enfin voilà. Après il y a des fois, il y a des matchs en même temps, donc on est un peu obligé de regarder sur deux écrans, mais on se débrouille. Mais là il y a eu un problème. C'est que son match précédent que moi j'attendais énormément, c'était son match contre Diego Schwartzman, qui est un joueur que j'aime énormément, en tout cas sur terre battue. Et j'avais vu son match précédent à Diego Schwartzman, là il faut faire le suivi du suivi. Hein. Diego, il avait massacré son adversaire. Mais quand je dis massacré, c'est il était bon en revers, bon en coup droit, bon en déplacement, bon en service. Partout, il avait été exceptionnel. Bon sur la ligne, bon en fond de cours. Et pourtant, il est petite taille. Quand il rentre sur le terrain, Sirex c'est terminé, au revoir, tu rentres chez toi. Il avait massacré son adversaire. On s'est tous dit, génial pour Djokovic, ça va être le gros test, il va pouvoir se tester. Pareil pour Nadal d'ailleurs avec Félix. Pour Félix, ça s'est vérifié. Pour Nadal, pour Djokovic, excusez-moi, il arrive face à ce joueur, il se passe plus rien. Il se passait plus rien. Le service, on l'oublie. Le revers, on l'oublie. Le coup droit, on l'oublie. En fond de cours, c'est une catastrophe. Les amortis, il n'y en a plus une qui passait, etc., etc. Il s'est fait... Alors, il s'est pas fait marcher dessus, parce que c'est pas ce cas. C'est qu'il a absolument jamais réussi à jouer le tennis qu'il a amené à ce niveau du jeu. Donc forcément, c'est une catastrophe. Voilà. Donc Djokovic n'avait pas été testé véritablement. Donc c'était l'heure du test. Et l'heure du test est arrivée. Rafael Nadal affronte Novak Djokovic, c'est un classique. Ils se connaissent par cœur. Et ils se sont déjà affrontés tellement de fois ici à Roland-Garros. Conditions, on est en pleine nuit, il s'est mis à faire de plus en plus froid, les gens se mettaient des couvertures, il y avait des gens vraiment qui étaient en train de souffrir du froid. Bon, c'est comme ça. Question, alors pour la planète, je vais oser le dire non, mais bon, est-ce que ce stade n'aurait pas dû être chauffé? C'est une vraie question quand même qui se pose quand le soir il fait vraiment extrêmement froid et qu'on oblige les joueurs à jouer jusqu'à 2h, 3h du matin et que à cette période, alors que nous c'est pas un tournoi qui se déroule forcément sous une chaleur extraordinaire, contrairement à ce qu'il peut se jouer en Australie, aux États-Unis, etc., ou en Angleterre, nous voilà, des fois on peut avoir des températures qui peuvent être un petit peu glaciales, excusez-moi, en sachant qu'avant ça se posait pas, puisqu'il n'y avait pas les night sessions, les fameuses night sessions. Ceci étant, pour la planète c'est horrible, hein, si vous le faites c'est horrible, et puis sinon il faudrait fermer le toit je suppose, donc ce qui aussi change les conditions de jeu. Donc les joueurs ne se sont pas plaints, en tout cas ils n'avaient pas l'air de se plaindre du froid, hein, c'est juste les téléspectateurs, les spectateurs en salle en tout cas pardon, qui avaient l'air un petit peu voilà, refroidis disons. Donc les deux se sont plaints, alors Rafa s'est plaint du fait que ce soit la nuit, il a même d'ailleurs insinué que c'était son dernier, un peu comme si, voilà, vu que c'est peut-être mon dernier, laissez-moi la journée, mais ceci étant, il n'a pas réclamé non plus, c'est-à-dire qu'il avait tout à fait conscience, d'ailleurs si vous avez écouté toutes les interviews, parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit qu'il a réclamé, il n'a pas réclamé, il réclame rien Rafael Nadal, même si on pourrait se dire qu'un 13 fois vainqueur du Grand Chelem pourrait mériter un traitement un petit peu différent des autres, et ben non, il n'est pas traité que différent des autres, on l'a fait jouer la nuit, on l'a fait jouer en night session, et ils en avaient strictement rien à faire du statut de Rafael Nadal. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Rafa se retrouve donc sur ce terrain, et il avait dit, je comprends parce que c'est les télés. Et les télés, nous, on n'est pas responsable de ça. Moi, je dis ce que je préfère, mais quand il a parlé de ça, il n'a pas parlé parce que, tu vois, il n'est pas rentré dans le débat de France Télé, machin, etc. Il est rentré sur de la technique. Son lift est meilleur, il préfère jouer sur le soleil, effectivement, la terre battue est pas la même, etc. Je vous encourage à écouter les interviews de Rafael Nadal, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il ne parle que de son pied. Rafael Nadal en interview, c'est une des personnes les plus généreuses en interview, il est souvent très intéressant. Je dis attention, il y en a d'autres qui sont intéressants, mais lui, il est souvent intéressant, parce que c'est pas sa faute d'ailleurs si on lui pose des questions pour son pied tout le temps. Là, lui, dès qu'on lui a posé des questions, des fois, il en a des réponses très
très cash, c'est pas quelqu'un qui se cache, je trouve, Rafael Nadal, et là-dessus, il a été, ouais, il a été, alors bien sûr, hein, par contre, il y a toujours ce défaut du côté de la trop grosse humilité, on le verra en fin du match. Le match. Alors le match, bon bah qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Commence le premier set, Rafael Nadal rentre sur le ring, on pourrait dire, parce que là c'est presque un combat de boxe, et Novak Djokovic rentre également. Chacun se croise et on sentait qu'il y avait une pression de fou. Moi, je me suis connecté sur Amazon Prime un long moment avant que le début du tournoi, enfin du match commence, et on avait vu Rafa dans les coulisses, et il était déjà, mais alors, survolté. Je regarde très régulièrement, vous savez, justement, où on voit voilà, les joueurs, ils montent l'escalier, machin, etc. Et Rafa, souvent, il bouge un peu, etc. Mais là, il était déjà chaud bouillant. Je pense que Rafa, il a voulu absolument, comme il y a un an, comme il y a 2 ans, mettre pied au plancher tout de suite, ne pas laisser Novak Djokovic s'installer, c'est-à-dire dire ok, il va se jauger, il va prendre son temps, etc. Non, je vais l'étouffer. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Le premier set a fini avec un 6-2 très sévère, très sévère, mais mérité. Novak Djokovic, la première ne passait pas. Et vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure? Parce que je vous ai dit, je vais revenir sur un match. Diego Schwartzman s'est retrouvé face à Novak Djokovic, il n'y avait plus rien qui passait en première. Et ben là c'est exactement pareil, mais c'est du côté de Novak. J'espère que c'est pas une maladie qui se transmet, parce que j'aimerais pas que Rafa ça lui arrive. Mais Novak, d'un coup la première ne passait plus, mais il en passait plus aucune. Alors il en passait une de temps en temps, et même encore celle qui passait, Rafa arrivait à les remettre sur le terrain, et globalement Novak faisait souvent les mauvais choix, ou en tout cas ratait énormément, beaucoup de fautes, c'était absolument terrible. Donc il s'est retrouvé en grande difficulté Novak très rapidement, et il y a eu ce visage ce plan sur son visage, excusez-moi, qui était particulièrement criant. C'est quand il était mené très rapidement, parce qu'il a été breaké tout de suite, il perd son premier point, enfin bref c'est une catastrophe, et il y a un moment où il sent que ça va pas quoi, et on l'a vu souffler. Un énorme souffle, le côté de... Alors, bien sûr, il prend sa respiration, etc. Mais là, tu as senti que c'était... On fait descendre la pression parce qu'il était étouffé. Il n'arrivait plus à respirer, entre guillemets. Rafa, là, voilà, je lui a laissé aucune chance à jouer sur ses points forts. Évidemment, il a joué dans le court, pas à déborder sur les côtés, parce que évidemment Djoko là-dessus il est très puissant depuis le début de l'année, c'est vraiment un des meilleurs sur le circuit. Rafa, vu qu'il se déplace un peu moins bien, donc justement il a joué vraiment au milieu du court, il est resté très bon, et dès qu'il se déplace, boum, direct, il faut absolument que ça fasse le point, ou en tout cas que ça le mette en grande difficulté et que ça le déborde totalement. Rafa d'ailleurs était très bon en défense, il a été très bon en attaque, il était impérial, vraiment le premier set, il n'y avait pas photo. Deuxième set, Rafa break tout de suite, une nouvelle fois. Il prend les devants, il est bon, il est tout de suite devant et tout, enfin on se dit c'est bon. Et va arriver donc le moment où Djoko va débreaker un peu contre le cours du jeu, puisqu'il va être breaké, enfin il va débreaker, en fait Rafa fait une bourde. Voilà, il renvoie, il est complètement écarté de l'autre côté, il fait un énorme passing qui vient juste, il dépasse juste le filet, tu vois. Et sauf que le problème, c'est que quand il passe de l'autre côté, en fait ça accroche pas la ligne, mais vraiment il manquait pas grand chose, mais ça n'accroche pas la ligne. Mais ça annonce faute très tard, et Rafa lui il est convaincu qu'elle est dedans, d'ailleurs on le voit, il est presque à repartir sur ses balles, et en fait non, c'est balle de break. Et là t'as Novak qui sourit, comme si voilà, ça l'avait remis en confiance. Et d'un coup, boum, il avait débreaké, il prend sa mise en jeu, et là on arrive à 3-2, donc Rafa menait, il y avait 3-2, et Djoko pouvait donc reprendre le lead, et là, je crois un point, qui a duré plus de 18 minutes, c'était titanesque, voilà, faut utiliser des termes précis, c'était titanesque. Les deux se sont renvoyés des parpaings d'un truc de malade, on s'est même dit d'ailleurs, mais si jamais les deux gardent cette intensité pendant 5 heures, mais c'est plus des humains quoi. D'ailleurs ça va se vérifier parce qu'après c'est des humains, hein, parce qu'après après ça, mais eux ils sont au bout du rouleau les deux, ils sont au bout du... parce que c'était un set, enfin c'était un point, mais un point décisif. Et ce point décisif, j'ai commencé à, je discutais avec beaucoup de gens sur Instagram et sur Twitter évidemment, et je commençais à marquer, je disais ce point je pense qu'il peut être décisif. Parce que là, si Rafa il reste à 4-2, il prend le deuxième set, ça veut dire que Djoko il doit se taper 3 sets pour gagner. Oh, ça va être dur, il a l'air en dedans, il est complètement étouffé, etc. Sauf que Djoko va le remporter celui-là, et oui, et il revient à hauteur. Et il prend le devant,
Et évidemment, il s'impose 6-4 dans le deuxième set. Et là, ça relance complètement tout. Djoko commence à s'encourager, il sourit. Et là, bien sûr, à partir du moment où juste, c'est comme je dis, ce break là un peu miraculeux qui arrive, bah forcément, j'ai l'impression que ça l'a libéré, tu vois, de l'étouffement parce qu'il était en train de sourire, il était un peu plus... bon, attention, hein, Djoko, c'est pas le rieur du jour, hein, mais au moins, il souriait un peu. Et là, d'un coup, ça l'a libéré. Et là, la première, elle passe. Ah bah, miraculeux. Bah, je pense qu'il était vraiment trop tendu, trop étouffé, trop... il était sous pression, voilà. Et là, d'un coup, hop, c'est lui qui prend le contrôle. Allez, Jean-Jacques, on y va, boum, et il termine, donc le second set, 6-4. Rafa reprend, alors là, complètement le troisième set, alors que je me suis dit, oulala, ça sent mauvais, parce que là, Djoko a pris le dessus, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu l'année dernière, où le premier set est largement gagné par Rafael Nadal, puis Djoko remporte le set suivant, un peu presque des fois... mérité, pas mérité, c'est une vraie question, mais en tout cas, derrière, après, il avait déroulé. Je me suis dit, il va peut-être dérouler, et ça peut être très dangereux. Mais ça va pas être le cas. D'un coup, Rafa, il joue très correctement. Enfin, il joue toujours joué très correctement, mais il joue très correctement. Il a joué sur ses points forts, comme toujours. Tout ce que je vous ai dit depuis le début, en milieu de cours, etc. Il déporte son adversaire. Il essaye de pas trop jouer sur les côtés pour pas avoir trop de problèmes. Bref, vraiment exceptionnel. Et sa première, elle passait beaucoup, etc. Et il termine avec un 6-2 très sévère. Et Djoko n'était pas du tout dans un esprit de combat. Il n'était pas du tout en révolte. Ça se voit, pour ceux qui le connaissent, voilà, il n'était pas du tout en révolte, c'était terminé. Arrive le quatrième set, un set particulièrement redoutable, puisque Djokovic rentre tout de suite là dans le dur. C'est-à-dire qu'en gros, on sent que presque il a laissé passer ce set, il a repris, voilà, peut-être il laisse Rafa s'épuiser, peut-être qu'il a pensé que Rafa s'épuiserait, c'est possible aussi, hein, c'est une stratégie, ça c'est une stratégie comme une autre, je veux dire ils commencent à être âgés tous les deux, donc en réalité il faut jouer sur les points faibles de l'autre, et Rafa, bah, son âge, son physique, ses blessures, etc. font que l'année dernière ça avait payé, mais là ça ne payera pas. Djoko break. Il break, là c'est pas du tout comme l'autre break que je vous avais raconté tout à l'heure où c'est un peu du miracle, là non il y a break, là Djoko il est très très sérieux, il prend les devants etc. Et on sent que les mises en jeu sont dures, Djoko est parfois mis un peu en danger mais il va pas vraiment chercher les mises en jeu de Rafa, plutôt il essaie de rester solide sur ses mises en jeu, ok, sauf que il y a, je pense, ce moment où on arrive très très proche du 6-4, en fait, qui lui permettrait donc de gagner, et puis de partir au set suivant, etc. Et je pense que dans sa tête, il s'y est dit. Il s'est dit, c'est bon, allez, là j'en ai mis suffisamment, et le set suivant, là je donne tout, je sors tout ce que j'ai, etc. Sauf que Rafa va décider autrement. Il dit, non, non, on se termine pas maintenant, je débreak. Et c'est à ce moment-là qu'il débreak. Un débreak d'un autre monde, parce que je pensais pas du tout qu'il débreakerait à ce moment-là. Les commentateurs de la Prime d'ailleurs n'y croyaient pas non plus, du tout, ils étaient déjà en train de nous parler d'un cinquième, ils disaient mais il y a un cinquième c'est sûr, etc, ça va arriver, etc. Et boum, allez hop, on repart comme en 40, là, formidable, on part au jeu décisif, les points là sont hyper difficiles, Rafa fait de son mieux, Djoko fait de son mieux, bref c'est incroyable, c'est exceptionnel, là, les 4 derniers points sont vraiment sublimes, on monte vraiment en puissance, et là arrive le jeu décisif, et là c'est alors que c'est le point fort de Novak Djokovic, il faut le savoir sur le circuit, Rafael Nadal dévore, il faut le dire, là, alors là, il n'y a pas de façon de m'expliquer ça, il a dévoré Novak Djokovic, il a joué sur ses points forts, un service ultra de qualité, Djoko a fait beaucoup de choix discutables, Rafa a renvoyé dans son cœur de jeu, il est resté très solide, Djoko se finit très rapidement mené, et ça finit à 7-4, mais en gros, il y avait 6-1 à un moment, ou 6-2, je sais même plus, au tie-break. Donc clairement, il avait pris le dessus, il avait pris l'ascendant. Rafa va gâcher d'ailleurs une balle de match. Je parle d'une balle de match que lui, où il sert, puisqu'il y a eu 2 balles de match précédentes par Novak Djokovic, mais qui ont été écartées par son service. Et je me suis dit, oulala, ça sent pas bon. Et puis là, bon, la dernière, paf. D'ailleurs, très belle balle de match, hein, sublime, voilà, ça joue, des super longs échanges d'ailleurs dans tout le match, j'en ai pas précisé assez, mais souvent on a eu des longs échanges de cogneurs, mais c'était un match prodigieux, clairement ils jouent pas au même sport que les autres, c'est voilà, c'est pas un hasard si les deux, ils ont été au sommet du monde pendant aussi longtemps en fait, c'est parce que c'est le cas, ils sont énormes. Ils sont énormes. Et les deux, parce qu'il faut être deux pour faire un très bon match. Mais Djoko a peut-être été faible sur sa mise en jeu.
Et je pense que c'est ce qui a gâché un petit peu le potentiel du match, qui aurait pu être encore plus énorme s'il avait tenu son service, etc., etc. Et clairement, là, on aurait eu encore un truc encore plus élevé, parce que Rafa, il est venu avec des intentions qui étaient vraiment d'étouffer Novak Djokovic, et ça a marché. Rafa se retrouve donc en demi-finale, il va se retrouver contre Zverev, qui a fait également 4-7 contre Alcaraz, qui a eu des matchs marathon avant ça. Donc on pourrait se dire que oui, Rafa il a quand même bien galéré, mais tout de même ça va s'équilibrer. J'ai pas regardé les durées de chacun, mais à mon avis ça doit être presque égal, ou pas loin. Il se joue vendredi, donc ça laisse un petit peu de temps pour se reposer tout de même s'ils ont fini à 1h du matin. Ça veut dire qu'en gros ils ont dû se coucher à 3h ou 4h du mat. Enfin en tout cas pour Rafa, on sait qu'il a une bonne hygiène de vie, hein, donc clairement Rafa vous pouvez pas de soucis. Il sera donc je pense présent vendredi sans problème. Est-ce qu'il sera en pleine forme? On l'espère évidemment. Zverev lui, bah on espère aussi qu'il sera en pleine forme. On espère qu'il sera aussi sérieux que ce qu'il a montré contre Carlos Alcaraz. Parce que je pense que pour Rafa, c'est terrible à dire comme ça, mais je pense qu'il valait mieux tomber contre Zverev que contre Alcaraz. Parce que Zverev, c'est un joueur, j'en ai souvent parlé dans le tournoi, c'est un joueur, dans toutes mes vidéos tennis, c'est un joueur qui est très inconstant. Donc on peut tomber sur un très bon Zverev comme on a eu contre Alcaraz, contre un Zverev beaucoup moins bon, et ça arrive assez régulièrement malheureusement. Il manque voilà, de continuité sur des longs tournois, pour véritablement, même s'il a déjà eu des perfs, effectivement, il n'y a pas de souci, mais il peut parfois avoir des gros trous d'air, et il suffit que ce soit là, et là, ça ne pardonnera pas face à ce Rafael Nadal. De l'autre côté du tournoi, j'en parle très vite, Tsitsipas a été éliminé, Daniil Medvedev a été éliminé, j'étais hyper déçu pour Daniil. Tsitsipas, bon j'étais hyper déçu parce que moi j'adore le joueur, je sais qu'il a été beaucoup hué, je comprends pas tellement, mais bon c'est comme ça. Enfin si, c'est parce qu'il a dit des propos sur les Français, etc. Moi j'aime bien les joueurs qui sont pas super fades non plus, j'aime bien les joueurs qui ont un peu de personnalité, etc. Donc moi ça me dérange pas. En fait aujourd'hui on a des problèmes parce qu'il y en a tellement de l'image du joueur parfait que Roger Federer, Rafael Nadal, qui sont des joueurs qui font pas un mot plus haut que l'autre, qui sont très... Bah ouais, mais avant que ces gens-là arrivent, il y avait des gens qui cassaient des raquettes, qui faisaient des choses, etc. Et il y avait John McEnroe d'ailleurs qui était invité chez France Télé d'ailleurs, et il expliquait je comprends pas pourquoi on dit aux joueurs vous avez pas le droit de casser votre raquette. C'est-à-dire qu'ils ont, en gros, on a en fait des gens qui n'ont pas le droit de s'énerver, tu vois. Ils n'ont pas le droit, alors ça ne justifie pas un Zverev qui avait frappé la chaise d'un arbitre, etc. Ça n'a rien à voir. Mais je parle vraiment, tant que ça touche pas quelqu'un, tu vois, tu la jettes pas sur quelqu'un ou autre, mais voilà, je veux dire, c'est pas dangereux, si c'est pas dangereux, s'il n'y a pas de dangerosité, c'est pas si grave. Et en fait, il dit, bah en gros, on demande aux joueurs de pas montrer, de rien montrer, quoi. Il faut pas qu'il y ait un mot plus haut que l'autre, faut qu'il y ait un, etc. Alors qu'en vrai, ça reste des humains, et c'est des humains, même si c'est des machines, c'est des humains. Voilà. C'est une machine à gagner, mais ça reste des humains. Rafa, il est, bah voilà, il va être prêt pour peu importe qui sera en finale de l'autre côté. Mais donc ce sera pas Daniil. Daniil que moi je pense. Alors pourquoi je vous avais dit que moi il était, faisait partie des favoris. D'ailleurs il était très bon d'ailleurs. Hein, je trouve qu'il s'est bien sorti la plupart des matchs. C'est juste que voilà, il se fait sortir, voilà. Cilic, il fait un peu la prestation de sa deuxième prestation de sa vie entre guillemets. Mais parce qu'en fait vu qu'il jouera pas Wimbledon, bah en gros c'est le dernier moment où il va vraiment pouvoir se donner à fond parce qu'après. Ça sert à rien de faire la saison sur gazon, entre guillemets, si tu peux pas jouer le plus gros tournoi sur gazon, en sachant qu'il n'y aura pas de points en plus à gagner, etc. Bref, ça va être très dur. Mais voilà, Rafa se retrouve donc en demi avec Zverev. De l'autre côté, on attend, on verra bien ce que va sortir aujourd'hui les deux quarts de finale, en sachant que ça sera quand même des belles affiches, même si c'est moins star power que les deux de l'autre côté, évidemment, parce que c'est des joueurs qui ont été très prometteurs sur l'ensemble du tournoi, pour tous sans exception, et je pense qu'on va passer une excellente après-midi. En tout cas moi personnellement je vais pas pouvoir tout regarder parce que je suis en déplacement, mais je vais essayer d'en regarder pas mal parce que c'est vraiment des joueurs qui peuvent nous faire un très beau spectacle, et je vous conseille de surtout pas le rater. Voilà, c'était exceptionnel, l'émotion était énorme, moi j'étais ému, je suis passé par toutes les émotions, j'ai transpiré toute la nuit tellement c'était terrible, voilà, vraiment, je voulais grave s'en souvenir comme on dit, parce que Nadal ne m'a jamais mis dans une position où je pouvais vraiment être en confiance, Djoko c'était dur aussi, bref, c'était exceptionnel, merci messieurs. On se rend pas compte que peut-être que c'est les 2-3 dernières fois qu'ils vont s'affronter, parce que les deux joueurs commencent à arriver à un certain âge où là, voilà, la nouvelle gêne elle arrive, on va peut-être pousser un peu, etc. etc. Il faut vraiment en profiter parce que ce sont des joueurs exceptionnels et qui marqueront l'histoire du sport mondial. Je ne parle pas de leur sport, du sport mondial. Ce que fait Djokovic, ce que fait Nadal, ce que fait Roger Federer, ce sont des choses titanesques. Ils rentrent dans l'histoire des sportifs, les plus grands sportifs tout court. C'est pas le plus grand sportif du tennis, c'est les plus grands sportifs tout court, les trois. C'est ça, comprendre. D'accord ? Bien sûr, moi je suis fan de Rafael Nadal, j'espère qu'il va le remporter. On croise les doigts pour lui vendredi, je serai bien sûr présent pour l'encourager devant ma télé. On se retrouve
très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.